Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Le paludisme représente une endémie qui sévit de manière inquiétante dans les zones tropicales et subtropicales. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait de cette pathologie l'une de ses premières préoccupations, en vertu du taux de morbidité et de mortalité régulièrement enregistrés. Un lien a été établi entre les chiffres impressionnants d'infections humaines, la pullulation des vecteurs et l'état de pauvreté des populations vivant dans ces pays aux conditions socio-économiques défavorables. Je salue les efforts fournis depuis plus d'un siècle par les chercheurs du monde entier dans la lutte contre cette maladie, à divers niveaux. En effet, le cycle de transmission de l'agent causal fait intervenir le vecteur anophèle femelle, le plasmodium qui parasite le vecteur, et l'hôte, homme qui reçoit la piqûre inoculant le parasite sanguin. Dans un premier étage, la connaissance de l'agent véhiculaire, moustique, a nécessité des recherches approfondies sur la taxonomie, afin de répertorier les populations qui composent cette classe d'insectes. Le mode de vie, la morphologie, l'orientation trophique, la reproduction, l'écologie et l'éthologie des anophèles ont fait l'objet de multiples recherches. Celles-ci ont concouru à la mise au point des stratégies visant l'élimination directe des vecteurs. À un deuxième niveau, les études axées sur le plasmodium ont eu comme soubassement la biologie cellulaire et moléculaire, la génétique, l'immunologie, la pharmacologie, dans le but de combattre ce parasite He accent aigu morope en phase pré- et PER infestation. Les résultats sont certes encourageants grâce à la découverte des molécules plasmodicides très variées. Ils demeurent cependant mitigés car la thérapie n'arrive pas encore à atteindre les zones très éloignées, d'accès difficile. Un autre palier de lutte consiste à empêcher le contact entre le vecteur et la victime humaine. De cette manière, en entravant la piqûre, on peut empêcher l'inoculation du plasmodium et provoquer la réduction du ravage palustre. Ainsi, la campagne de vulgarisation de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides menée par les Nations Unies, avec l'appui financier de quelques philanthropes et organisations caritatives, Fondation Gates, Fonds mondial, etc., a largement contribué à la baisse spectaculaire du taux de morbidité et de mortalité dans le monde. Dr Koyabizo a approfondi ses recherches dans le but de décrypter le mécanisme à la base de l'attractivité de l'anophèle envers la source hématique. La première publication ci-dessus a été précédée par celle du professeur John Carlson de l'Université de Yale. Ce dernier a recouru au génie génétique comme approche de recherche. Ayant identifié le gène responsable de l'attractivité dans l'ADN de l'anophèle, il a effectué la transgenèse du dit gène sur le patrimoine génétique de la mouche. Cette dernière a pu acquérir le réflexe attractif vis-à-vis de l'homme. Dans sa conclusion, Carlson soutient que l'insecte porteur de ce gène est attiré par une protéine contenue dans les sécrétions sudoripares apocrines de l'être humain, épousant ainsi la thèse développée par plusieurs chercheurs sur le rôle de la sueur. La méthodologie adoptée par Dr Koyabizo repose d'une part sur la théorie du métabolisme des homéothermes, initiée dès la fin du XVIIIe siècle par Lavoisier, et ayant connu des améliorations au fil des siècles. D'autre part, la théorie calorifique associée à celle de détection des radiations électromagnétiques émises par les corps terrestres a été mise à contribution dans ces expérimentations. L'intégration de cet ensemble de notions a permis d'établir de manière irréfutable la thèse de thermodétection réflexe à l'origine de l'attractivité des moustiques envers les homéothermes. Pour ma part, je pense appuyer fermement ces dernières conclusions, en invitant la communauté scientifique à explorer davantage cette piste méthodologique afin d'apporter des éléments nouveaux dans la compréhension du phénomène d'attractivité. Ainsi, il serait utile de revisiter les travaux réalisés auparavant pour définir les facteurs attractifs des moustiques, notamment le dégagement de CO2, les mélanges d'odeurs, la microflore épidermique, les composés acides dans la sueur, l'éthanol dans la sueur d'un homme ayant bu de la bière, etc. Enfin, je suis convaincu que le décryptage définitif du phénomène attractif contribuera à définir des stratégies efficaces pour entraver le contact vecteur-homme, et réduire l'incidence du paludisme parmi les populations humaines. Professeur Jean-Paul Carrère, entomologiste. Remerciements.
L'initiative consistant à entreprendre des recherches scientifiques dans un domaine précis procède d'une profonde prise de conscience. En effet, les problèmes qui entravent le fonctionnement harmonieux de la vie des êtres humains en particulier, et celle des autres êtres vivants en général, ne peuvent laisser indifférents les hommes de science. Le choix opéré par ceux-ci de s'engager dans les différentes disciplines de la science est une vocation sublime ayant pour but de résoudre les problèmes cruciaux qui surviennent de manière sporadique ou permanente dans la société. Aussi, la recherche scientifique, en identifiant une problématique donnée, s'engage-t-elle à réunir les moyens et les méthodes expérimentales pour aboutir à des résultats. Ceci est rendu possible par les sacrifices de soi-même, l'abnégation, la volonté ardente pour l'atteinte des objectifs. Lorsque j'avais pris, il y a quelques années, l'option d'entreprendre les recherches ayant abouti à la production du présent ouvrage, mon premier souci avait été de contribuer à l'étude visant à cerner toutes les dimensions du moustique Anophèle, ce vecteur du plasmodium, agent causal du paludisme. Nul n'ignore que cette pathologie est classée parmi les premières causes de mortalité humaine en Afrique subsaharienne. En mettant la dernière main sur cet ouvrage, je tiens à remercier tous les scientifiques qui m'ont aidé durant le processus de mes recherches, aussi bien dans les laboratoires, sur les différents terrains que pendant la rédaction. Je remercie particulièrement mes collègues chercheurs de l'Université de Kinshasa, ainsi que ceux de la Fondation, Centre d'études et de recherche en sciences animales, CERSA Fondation. Leur rapport a été très enrichissant pour parfaire ce travail. L'auteur. Introduction. L'anophèle est un insecte volatile, piqueur et suceur de sang. Il appartient à la famille des culicidés. Parmi les Anopheles pp, seule la femelle est munie d'un appareil buccal lui permettant d'aspirer le sang, et en même temps d'inoculer le plasmodium chez la victime. Elle constitue de ce fait un véhicule au centre des ravages paludiques, causant de sévères mortalités parmi les populations des régions tropicales et subtropicales. Dans le but d'éradiquer le paludisme, d'innombrables travaux de recherche ont été menés depuis des décennies à travers le monde. Les recherches accomplies par Roubaud, 1918, Arbar Esperluet-Kitching, 1968, Knight et Stone, 1997, Renner, 2001 et Arbar, 2004, ont contribué au raffermissement de la taxonomie des moustiques ainsi qu'à la définition de leur position systématique. Les études sur la morphologie ont porté particulièrement sur les œufs, les larves, la nymphe et la forme adulte. La morphologie externe et interne des larves et des adultes permet la différenciation au niveau de la sous-famille, des genres et des espèces. Ce sujet, les travaux les plus remarquables qui ont été réalisés sont ceux de Russell et al. 1963, Hackett 1937, Gutsevich et al. 1974, Gillies et de Meillon 1968, Costantini et al. 1999, Holstein 1949. D'autres études se rapportent à l'écologie de l'anophèle, ses préférences trophiques, son éthologie, particulièrement la détection de ses victimes, mais aussi les zones endémiques de la maladie. Les travaux relatifs à ces disciplines ont été réalisés par Kilin et al. 2001, Sharp et Le Sueur 1991, Lehan 1991, Wagna Esperluet-Robert 1993, Hamadi et McClellan 1985. Il sied d'approfondir les recherches sur l'éthologie pour contribuer à la définition des méthodes de lutte visant à empêcher l'inoculation du plasmodium dans le sang de l'homme. Ainsi, les travaux de Koyabizo et al. 2007 se sont intéressés aux phénomènes physiques et biothermiques pour décrypter le phénomène attractif des moustiques. D'après ces auteurs, le comportement du moustique envers la source hématique répond à la loi d'attractivité réflexe thermoneuronique. Cette source est représentée par les homéothermes. Le présent ouvrage est structuré de la manière suivante. Le premier chapitre intitulé « Études biologiques des anophlinés » rassemble une revue de la littérature sur la systématique, la morphologie et la bioécologie des anophlinés. Les chapitres suivants portent successivement sur la chaleur et la biothermie, la physique des ondes électromagnétiques, la détection de l'énergie électromagnétique, la biothermie en métabolisme énergétique, la détection de la source hématique par les anophlinés. Chapitre 1. Études biologiques des ANOPHELINAE.
Ce premier chapitre s'est largement référé aux travaux de Carnevale et Robert 2009, ainsi qu'à ceux des auteurs tels que Costantini 1996, Gillies 1980 et autres, décrivant la systématique, la morphologie, l'éthologie et l'écologie des anophlinae. Ces observations et résultats seront confrontés à ceux obtenus au cours de nos recherches, Coyabiso, 2007, et repris dans l'avant-dernier chapitre. Meyer 2015, Medlock et al., 2012 et Arbar 2007 ont beaucoup contribué à l'étude taxonomique des moustiques. Selon ces auteurs, les Culicidés, appelés moustiques ou encore maringouins, forment une famille d'insectes appelés Culicidés. Classés dans l'ordre des diptères et le sous-ordre des nématocères, ils sont caractérisés par des antennes longues et fines à multiples articles, des ailes pourvues d'écailles, et des femelles possédant de longues pièces buccales en forme de trompe rigide de type piqueur-suceur. À ce jour, 3546 espèces de moustiques réparties en 111 genres sont inventoriées au niveau mondial, mais un bien moins grand nombre pique l'homme. Les moustiques ont un rôle dans les écosystèmes mais avant tout en épidémiologie humaine et animale car, outre qu'ils sont source de nuisances par les piqûres qu'ils infligent, ils sont le plus important groupe de vecteurs d'agents pathogènes transmissibles à l'être humain dont des zoonoses. Ils sont vecteurs de 3 groupes d'agents pathogènes pour l'être humain. Plasmodium, filaire ainsi que de nombreux arbovirus. Ils sont présents sur l'ensemble des terres émergées de la planète, à l'exception de l'Antarctique, tant dans les milieux forestiers, de savane ou urbains, dès qu'une surface d'eau douce ou saumâtre, même réduite ou temporaire, est disponible. 1. Position systématique. Les vecteurs des plasmodies de mammifères, y compris les plasmodies humaines, appartiennent tous au genre Anophèle qui occupe une position taxonomique bien précise. Figure 1. Systématique des moustiques, schématisée par Coyabiso. Ils font partie de l'ordre des diptères, sous-ordre des nématocères. La famille des Culicidés, synonyme du terme courant de moustique, comprend plus de 3300 espèces regroupées en 37 genres, Costantini 1996. Elle est divisée en 3 sous-familles. Culicinés qui comprend tous les genres de moustiques, 33, autres que ceux de la sous-famille Anophlinae, avec les genres Culex, Aedes mansonia, Emageus, Sabet, Psorophora, etc. Ce sont des moustiques vulnérants et pour certains vecteurs de maladies humaines, fièvre jaune, dengue, chikungunya, filariose, etc. Et animales, plasmodium d'oiseaux et de reptiles, fièvre de la vallée du Rift, West Nile, filariose, etc. Toxorynchidae, Arbar Esperluette Kitching, 1968. Ce sont de gros moustiques non vulnérants dont la trompe ne permet pas de piquer. Les larves sont carnivores et ont été utilisées en lutte biologique sans donner de résultats durables. Anophlinae qui comprend les vecteurs de toutes les espèces de plasmodium parasitant les sujets humains. Création du genre Anophèle par J.W. Meigen en 1818. Johann Wilhelm Meigen publie en 1818 à Aachen, Aix-la-Chapelle, un ouvrage fondateur sur la systématique et la classification des diptères, Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insekten, description systématique des insectes à 2 ailes d'Europe. Le genre Anophèle y est créé, comprenant 2 espèces en Bifurcatus lin et en Maculipenisophin G, précédemment décrites sous le genre Culex. La première de ces espèces n'était à l'époque pas connue comme hématophage et comme le souligne Roubaud, 1918, étymologiquement le terme anophèle signifie « qui est sans utilité, qui n'est bon à rien ». Cela est à mettre en liaison avec le fait que dans les climats tempérés, les anophèles autochtones ne prennent qu'exceptionnellement leur repas de sang sur l'homme. Le catalogue des moustiques du monde de Knight et Stone, 1997, reconnaît 3 genres dans la sous-famille des Anophlinae. Le genre Chagasia cruz 1906, avec 4 espèces, toutes en région néotropicale, du Mexique à l'Argentine. Ce sont des moustiques forestiers, zoophages et non vecteurs d'agents du paludisme. Le genre Byronella theobald 1905, avec 2 sous-genres. Byronella theobald 1905 avec 5 espèces et Brugella edwards 1930 avec 2 espèces. Ces espèces sont présentes en région australienne et ne sont pas vectrices d'agents du paludisme. Le genre Anophèle Meigen, 1818. Renner 2001, recommande d'utiliser en comme abréviation du nom de genre, et nous nous y conformerons ici. Anophèle regroupe 6 sous-genres revus par Arbar 2004.
Anophel meigen, Celia Theobald, Nisorhynchus blanchard, Kertestia Theobald, Lophopodomia autuns, Stetomia Theobald. Le genre Anophel comprend 484 espèces selon Harbar 2004, mais le nombre est variable selon les auteurs avec les récents travaux de morphotaxonomie, de cytotaxonomie ou de taxonomie moléculaire. De nouvelles espèces au sein des complexes d'espèces jumelles peuvent être identifiées, ou des synonymies reconnues. Une soixantaine d'espèces environ sont des vecteurs, dont une trentaine sont de bons vecteurs. Leur distribution et leur efficience varient selon les régions géographiques. En Afrique subsaharienne, on considère qu'il existe quelques 150 espèces d'anophèles, dont une douzaine sont d'excellents vecteurs et certains parmi les meilleurs vecteurs mondiaux comme en Gambier en Arabiensis en Funestus en Nili en Mouchetti. 2. Morphologie. Les moustiques sont des insectes holométaboles, insectes à métamorphose complète, passant par 4 phases de développement, œuf, larve, 4 stades larvaires, nymphe et adulte. Les 3 premiers sont aquatiques, le dernier aérien. L'adulte, la larve et la nymphe ont des morphologies très différentes, adaptées à leur mode de vie. La durée totale de ce développement, fortement influencée par la température, est de 10 à 15 jours pour les zones tropicales du monde qui rassemblent les plus fortes densités d'espèces. La morphologie externe des larves et des adultes permet la différenciation rapide au niveau de la sous-famille, Anophelinée versus Culicinée, et des genres. Au niveau spécifique, la morphologie externe permet aussi de différencier les espèces entre elles. Cependant, dans le cas d'espèces jumelles, il faut souvent faire appel à des techniques complémentaires, croisement, cytogénétique, analyse iso-enzymatique, biologie moléculaire. L'œuf. Une ponte d'anophèle est composée habituellement de 50 à 300 œufs, de forme allongée, chacun ayant 1/2 mm de longueur. Les œufs sont pondus de couleur blanche puis brunissent. Les œufs d'anophèle sont pondus isolément en vol, sur la surface de l'eau, et possèdent généralement 2 flotteurs latéraux, figure 2. Figure 2. Œufs d'anophèle d'après Russell et al., 1963. L'œuf comprend 3 membranes. La première interne entoure le vitellus et l'embryon, la deuxième est l'endocorion qui va durcir peu après la ponte et être coloré, brun foncé, la troisième externe est l'exocorion qui présente différentes ornementations. Fortement convexe au-dessous et concave, presque droit au-dessus, il présente une extrémité antérieure plus large que la postérieure. Les flotteurs sont formés de 25 à 30 plis. La bordure striée, frille, étroite mais s'étendant sur toute la longueur de l'œuf, délimite une surface elliptique plus étroite postérieurement qu'antérieurement et rétrécie dans sa partie médiane. La surface ventrale et dorsale est ornée d'une trame polygonale, bien visible sur les exemplaires frais. La trame est formée par la juxtaposition d'aires polygonales de petits monticules, séparés par des parois de monticules plus larges. Longueur 0,47-0,48 mm. Largeur 0,16 mm. Longueur des flotteurs 0,30 mm. Vine Esperluette Causet, 1943, donne pour les exemplaires du Brésil les dimensions suivantes. Longueur 0,48-0,52 mm. Largeur 0,19-0,22 mm. Da Cruz Ferreira, 1945, mentionne les différences de longueur existant entre les exemplaires frais, 0,49 mm, et les exemplaires montés entre lame et lamelle, 0,57 mm. Variation. De Meillon a observé en République d'Afrique du Sud, un lot d'œufs dans lesquels la trame polygonale était absente. Bruce Schwatt, 1985, et Malaria Service of Nigeria rapportent l'observation, faite à plusieurs reprises à Lagos, d'œufs anormaux à exocorion recouvrant toute la surface. Vine Esperluette Causet, 1943, on décrit un certain nombre d'œufs anormaux obtenus en laboratoire. Plusieurs stades ont pu être constatés jusqu'à l'oblitération presque complète de la surface dorsale par l'exocorion. Les auteurs ont montré que le pourcentage des œufs anormaux pouvait être élevé en maintenant les femelles fécondées pendant 3 jours ou plus à la glacière à 10 à 13 degrés C. Les œufs d'anophèle ne résistent généralement pas à la dessiccation et éclosent dans les 48 heures après l'oviposition, dès que l'embryon est entièrement développé. Ce délai est allongé lorsque la température diminue,
par exemple de 2 jours et demi à 25 degrés Celsius à 7 jours à 16 degrés Celsius pour an. Minimus Thomson 1940. Martini 1923 a observé un délai de 6 semaines pour l'éclosion de dents. Clavigères déposées sur un sol humide et maintenues à 20 degrés Celsius Horsfall et portées, 1946, ont noté que des œufs dents. Punctulatus et dents. Farauti restait viable 14 jours sur une surface humide, au laboratoire, avec une éclosion rapide dès leur mise en eau. Beyer et al., 1990, ont montré que des œufs dents. Gambier et dents. Funestus maintenus en conditions humides, pouvaient éclore respectivement 12 et 10 jours après la ponte. Shililu et al., 2004, ont conservé des œufs dents. Gambier sur plusieurs substrats, secs ou humides, et noté que sur support sec, le pourcentage d'éclosion diminue de façon drastique de 78 à 83% le premier jour à 20 à 23% le cinquième jour. Hurlbut, 1943, a exposé des œufs dents. Quadrimaculatus à différentes températures et noté les délais d'éclosion suivants. 38 heures à 28 degrés Celsius, 54-58 heures à 23 degrés Celsius, 109 heures à 18 degrés Celsius et 358 à 368 heures à 12 degrés Celsius. Les œufs d'Anophèle ne résistent pas à des températures plus grandes que 40 degrés Celsius, Thomson 1940, ni au froid, bien que des œufs en Quadrimaculatus aient été maintenus de 2 semaines au réfrigérateur par Boyd et al., 1935, pour leurs élevages. Au stade de l'œuf, il est possible de reconnaître les anophèles des Aedes et des Culex. Les œufs d'Aedes sont pondus isolément sur un support à proximité de l'eau et résistent à la dessiccation. L'éclosion nécessite un stimulus spécial. Les œufs de Culex et de Cochlétidia sont réunis et forment une sorte de barquette flottant sur l'eau. On parle souvent d'œufs en nacelle. Les œufs d'Anophèle sont pondus isolément sur l'eau et soumis au jeu des tensions superficielles, se regroupent parfois par leurs extrémités pour former des sortes d'étoiles, assis sur l'eau. La larve. Ce stade est aquatique. Issue de l'œuf, une larve de premier stade, L1 de taille réduite va, par une succession de 3 moès, accroître sa taille, donnant en quelques jours une larve de stade 4, L4, d'une taille variable selon l'espèce et les conditions de développement. C'est sur ce stade 4 que les identifications taxonomiques sont réalisées. Arbar 2007. Les larves d'Anophèle se reconnaissent des autres larves d'insectes aquatiques par, entre autres, l'absence de pattes et un thorax relativement gros. Au cours de son développement, la larve subit 3 moès et passe ainsi par 4 stades larvaires morphologiquement comparables. La mue qui survient entre chaque stade permet l'accroissement de la taille de la larve pendant que la nouvelle cuticule durcit. Au stade 4, la larve d'Anophèle mesure environ 12 à 15 mm. Morphologiquement, la larve photo 1 se compose de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Photo 1. Larve d'Anophèle par Cerza. La tête. La tête porte les 2 antennes, 2 gros yeux composés, une paire de brosses buccales qui servent à créer un courant d'eau apportant les particules alimentaires au niveau de la bouche qui est en position ventrale. On estime qu'une larve de stade 4 peut ainsi brasser et filtrer 0,5 à 2 litres d'eau par jour. Taches pigmentaires frontoclipéales. Très variables, parfois réduites à quelques petites taches, parfois très accusées avec une zone transversale foncée dans la moitié antérieure et des taches noires derrière les soies frontales. Soies clipéales. Antéro-interne, largement séparées à la base. La distance entre les points d'insertion des soies est égale environ à 1/3 de la longueur des soies. Finement arborescentes ou avec des branches latérales nettes parfois composées et disposées principalement sur la moitié apicale. Leur longueur est de 1/3 à 2/5 de celle du frontoclipéus. 2. Antéro-externe, simple, bifide ou avec 3 ou 4 branches, de 1/3 à plus de la moitié des soies antéro-internes. 3. Postérieure, plus fine et plus courte que les soies antéro-externes, simple ou avec 1 à 3 branches. Soit postfrontale, soit occipitale ou soit suturale interne de Sénevet, simple ou bifide. Antenne. Avec des spicules courts et peu visibles, principalement dans la moitié basale, soit antennaire courte et simple, placée environ au tiers de la longueur de l'antenne à partir de la base. Mentum. Avec 9 dents les 2 subapicales de longueur variable, déterminant sa forme générale. Figure 3.
Tête et thorax de larves d'anophèles. A. Vue dorsale de la tête. B. Antenne. C. Vue ventrale du thorax. D. Vue dorsale du thorax. D'après Gillies et Demillon, 1968. La tête comporte de nombreuses soies qui sont utilisées pour la diagnose spécifique, identification des espèces, notamment les soies préclipées à l'interne et externe, figure 3. À l'éclosion, la larve de stadie mesure 1 à 2 mm. Elle présente sur la tête une dent d'éclosion qui a servi à percer et ouvrir le chorion de l'œuf. Cette dent n'existe pas chez les stades ultérieurs. Le thorax. La liaison entre la tête et le thorax se fait par l'intermédiaire d'une membrane, au niveau du cou, qui permet la rotation à 180 degrés de la tête lors de l'alimentation. Soie prothoracique antérieure submédiane, shoulder hairs figure 3, peu développée. Les bases des soies internes et médianes sont largement développées. Soie palmée, soie métathoracique 1 de Sénevet, représentée par une courte soie à 2 à 4 branches. Soie pleurale. Prothoracique. Dorsale antérieure forte à nombreuses ramifications plus longues et plus fournies à l'extrémité, 2 ventrale antérieure et postérieure, longue et simple, 3 dorsale postérieure égale à la moitié des deux précédentes, simple, bifide ou à 3 branches. Mésothoracique. 1 dorsale antérieure longue et simple, 2 ventrale postérieure courte et simple, 3 épines basales fortes courbes et effilées. Métathoracique. 1 dorsale antérieure longue, forte et ramifiée, 2 ventrale antérieure, longue et simple, 3 ventrale postérieure, courte, simple ou bifide. L'abdomen. Il comprend 9 segments bien visibles, chacun portant différentes ornementations, notamment la plaque tergale et les plaques accessoires, des soies, simples ou branchues ou palmées, etc., qui sont utilisées pour reconnaître les différentes espèces. Soie palmée. Segment 1. Rudimentaire présentant de 7 à 12 folioles lancéolées sans filaments différenciés. Segment 2, de 11 à 13 folioles plus ou moins différenciées. Segment 3-7, soie bien développée avec 14 à 18 folioles de 0,7 à 1,2 mm. Les folioles se rétrécissent après l'épaule, en un filament pouvant atteindre la moitié de la longueur de la foliole. Entre le filament et l'épaule, les côtés de la foliole sont le plus souvent découpés en dents de scie. Figure 4. Segment abdominal d'une larve d'anophèle, d'après Gillies et Demillon, 1968. Plaque dorsale, modérément développée avec une plaque accessoire. Sur le segment V, la plaque est égale au plus à la moitié de la distance entre les bases des soies palmées. Sur le segment VI, elle est égale ou légèrement supérieure à cette distance. Soie du tergite X, saddle hair, simple. Peigne du segment 8, irrégulier avec 4 à 5 longues dents alternant avec 4 groupes de 1 à 6 dents plus courtes, ces dernières plus ou moins garnies de spicules. La relation entre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.